Alors on va terminer ce chapitre avec l'entropie. On a évoqué énergie interne, enthalpie, maintenant on va évoquer l'entropie pour les systèmes physico-chimiques. Alors il faut savoir que les chimistes, les scientifiques, étaient à la recherche d'un critère qui permettait de prévoir la spontanéité d'une transformation. Et au départ, ils ont tout simplement cru que dès qu'on avait une transformation spontanée, c'est parce qu'on avait un phénomène exothermique. Donc le système dégageait de la chaleur vers l'extérieur. Or, ils ont vite remarqué qu'il y avait des transformations qui étaient parfaitement spontanées, mais qui étaient en réalité endothermiques. Et par exemple, certains sels, quand on veut les mettre en solution, eh bien, on a un phénomène qui est endothermique. Donc, si vous mettez certains sels dans de l'eau, vous allez avoir, ou si vous touchez votre récipient, vous allez sentir la fraîcheur au niveau du récipient, puisque vous avez de la chaleur qui est pompée du milieu extérieur. Par conséquent, le dégagement de chaleur, c'est-à-dire une variation d'enthalpie inférieure à 0 à pression constante, n'est absolument pas un critère de spontanéité d'une réaction. Du coup, ils ont considéré une nouvelle fonction d'état qu'ils ont appelée entropie. Et l'entropie, c'est quoi? Ça va traduire en fait le désordre moléculaire, qui va correspondre au nombre d'états microscopiques autorisés dans un état macroscopique donné. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez cette notion de macroscopie. Vous voyez vraiment de l'eau, par exemple, qui est dans un récipient, c'est à l'échelle macroscopique. Au niveau microscopique, vous avez plein de molécules d'eau dans votre récipient. Toutes ces molécules d'eau peuvent avoir différents états dits microscopiques. Ça va de leur position dans l'espace, ça va de leur vitesse dans la solution, plein de critères qui concernent chacune des molécules. Et donc c'est ce désordre-là que va traduire l'entropie. Tous ces états microscopiques possibles, tous ces états que vous ne pouvez pas voir, ou même que vous ne pouvez pas appréhender, et qui sont extrêmement nombreux. Autrement dit, l'entropie va finalement mesurer le manque d'informations sur l'état microscopique du système. C'est impossible de savoir, sauf si vous avez une seule molécule, c'est impossible d'avoir toutes les informations sur cet état microscopique. Et donc c'est ça que va traduire, c'est une notion un petit peu abstraite, c'est ça que va traduire l'entropie. C'est ce manque d'informations sur l'état microscopique, c'est en fait le désordre moléculaire. Toutes les transformations, en fait, au cours desquelles on va avoir les particules, donc tout ce qui est microscopique, atomes, ions, molécules, vont se disperser davantage, vont se mélanger, vont faire augmenter le désordre et donc l'entropie. Par exemple, l'expansion d'un gaz. Vous allez avoir un plus grand volume pour ce gaz, donc des états microscopiques beaucoup plus importants, une entropie donc qui est plus élevée. La vaporisation d'un liquide, vous passez d'un liquide à un gaz, vous augmentez l'entropie. La mise en solution d'un corps, vous augmentez les différents états microscopiques quand vous mettez un corps qui est solide en solution. La dilution d'une solution, c'est un petit peu comme l'expansion d'un gaz. Quand vous diluez une solution, vous augmentez le volume où sont présentes vos particules. Et donc vous avez schématisé ici différents petits exemples qui traduisent une augmentation de l'entropie, une augmentation du désordre, une augmentation du nombre d'états microscopiques. L'ajout de particules. Si vous ajoutez des particules, vous avez une augmentation de l'entropie. Vous pourrez démontrer, vous avez vu ça normalement en physique, que si vous faites un mélange isotherme de deux gaz, vous avez une variation d'entropie qui est positive. Cette variation d'entropie, elle est liée aux fractions molaires des gaz dans le mélange. Vous avez Y1 et Y2 qui sont inférieurs à 1, donc ici vous avez des valeurs qui seront du coup positives, et donc une entropie molaire qui est positive. L'ajout d'énergie, si vous augmentez la vitesse parce que vous ajoutez de l'énergie, vous chauffez par exemple, vous augmentez l'agitation thermique de vos molécules, vous augmentez donc le nombre d'états microscopiques, vous augmentez donc l'entropie. Une augmentation de volume, je l'ai évoqué déjà, mais vous pouvez vérifier dans le cas d'une détente isotherme d'un gaz parfait, quand vous passez d'un volume V1 à un volume V2, V2 étant supérieur à V1,
vous avez une variation d'entropie molaire qui est positive. Vous augmentez le désordre, vous augmentez le nombre d'états microscopiques. La décomposition de molécules, ça revient un petit peu à un ajout de particules, puisque vous décomposez vos molécules, ici dans l'exemple il y en a 5, vous passez de 5 particules à 10 particules, vous augmentez le nombre de particules, vous augmentez le nombre d'états microscopiques, vous augmentez le désordre. Et puis dernier exemple, le repliement d'un polymère linéaire. Vous avez ici, l'exemple est très visuel finalement, puisque vous avez ici quelque chose qui est très bien rangé, bien aligné, et puis là vous avez un repliement, donc vous voyez clairement qu'il y a un désordre, donc une augmentation du nombre d'états microscopiques, une augmentation de l'entropie. On va maintenant prendre l'exemple d'une transformation chimique. On va considérer un système physico-chimique fermé, où on a la réaction de dissociation, N2O4 à l'état gazeux, qui va donner 2NO2 à l'état gazeux. Donc ça, c'est un équilibre. Ce système physico-chimique évolue à température et pression constantes. À l'état initial, on a uniquement N2O4 qui est présent dans le système. On met en route et puis on regarde l'évolution du système. On a ici représenté l'évolution de l'entropie en fonction de l'avancement chimique. À avancement chimique nul, on a forcément uniquement N2O4. Quand on va passer à un avancement qui vaut 1, on a NO2. On a représenté ici les différents qu'on va revoir un peu par la suite, qu'on va détailler par la suite, les différentes évolutions d'entropie. La variation d'entropie du système, ici en vert, la variation d'entropie de mélange, on va voir à quoi ça correspond ça, la variation d'entropie du milieu extérieur, et la variation d'entropie de l'univers. Sachant que, vous l'avez vu dans le chapitre 1, l'entropie de l'univers, nous dit Clausius, tend vers un maximum. On va reprendre ça en détail. On va détailler un petit peu tout ça pour voir à quoi ça correspond. Premier point, on va avoir de l'énergie thermique qui est prélevée au milieu extérieur pour casser la liaison. On a besoin d'énergie pour casser cette liaison. Ça va se traduire par une variation d'entropie de l'extérieur qui va évoluer en fonction de l'avancement. Cette variation d'entropie de l'extérieur, elle est égale à moins SE, qui lui aussi dépend de l'avancement. SE, c'est la variation de l'entropie qui est due aux échanges entre le système et le milieu extérieur, qui est considéré comme un thermostat. Ici, on est à température constante. Si vous renvoyez au chapitre 1, avec le second principe, vous avez tout simplement moins Q sur T, Q étant la quantité de chaleur échangée, reçue par le système, mais là, comme on est à l'extérieur, ça va être moins Q sur T. Et donc ça, c'est bien une quantité qui est négative. On a donc la variation de l'entropie extérieure qui est toujours inférieure à 0 et qui décroît au fur et à mesure que la réaction avance. L'entropie du système réellement, là où se passe la réaction, va évoluer sous l'effet de deux choses. Premièrement, de l'augmentation du volume gazeux. On a dit qu'on était à pression constante et à température constante. Donc la seule variable, ici, c'est le volume. Donc en fait, votre volume, il va augmenter. Donc quand on dit augmentation de volume, on dit augmentation de l'entropie. Et puis, ça va dépendre aussi du changement de l'entropie des molécules elles-mêmes. C'est ce qu'on va appeler l'entropie de réaction. Autrement dit, la variation d'entropie du système, en fonction de xi, va être positive, va être toujours supérieure à 0. On ne va pas pouvoir dépasser le point xi-équilibre, l'avancement à l'équilibre, puisque ça va correspondre au point où l'univers, la variation d'entropie de l'univers, atteint un maximum. Et l'entropie, la variation d'entropie de l'univers ne peut pas diminuer durant la transformation. L'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter et tend vers un maximum. C'est pour ça qu'on a cette courbe-là, de l'entropie de l'univers, si on allait jusqu'à un avancement qui est égal à 1, mais en réalité, on va s'arrêter ici, on va atteindre un équilibre. Là derrière, au niveau de l'entropie de l'univers, il y a l'irréversibilité, l'entropie liée au phénomène irréversible. Et une des sources d'irréversibilité du système, elle est liée au processus irréversible du mélange
de deux molécules gazeuses A et B entre elles. Ça, c'est quelque chose d'irréversible, à moins d'utiliser des procédés qui vont permettre de séparer les molécules gazeuses, mais une fois qu'on a mélangé deux gaz, ben naturellement, on va pas réussir à les séparer. Ça va pas se séparer de façon spontanée, de façon naturelle. On va donc y avoir création d'entropie. Et c'est là qu'on va parler d'entropie de mélange. Et cette entropie de mélange est positive. C'est ce que vous avez ici. C'est toujours supérieur ici à 0. Les allures de la variation d'entropie de l'univers et d'entropie de mélange, vous voyez qu'elles sont très proches, elles se ressemblent beaucoup, parce que, en fait, tout simplement, le mélange irréversible, l'entropie de mélange, c'est elle qui est vraiment une contribution majeure à l'entropie liée au phénomène irréversible et donc à la variation d'entropie de l'univers. L'entropie peut varier avec la température, varie avec la température. Qu'est-ce que ça donne ça? Alors on va d'abord énoncer ce qu'on appelle parfois le troisième principe de la thermodynamique, qui est qu'à la température de 0 Kelvin, l'entropie des corps purs est nulle. Donc si on trace schématiquement, symboliquement, la variation d'entropie molaire, en joules par Kelvin et par mol, en fonction de la température. On dit que à la température de 0 K, l'entropie des corps purs est nulle. À 0 K, les corps sont à l'état solide. On démarre donc par un état solide. L'augmentation de la variation d'entropie entre deux températures s'exprime sous cette forme-là, l'intégrale de la température T1 qu'on considère jusqu'à la température T2, fois la capacité thermique à pression constante, on est à pression constante, divisé par la température dt. On est à l'état solide, à partir de la température de fusion, le solide va se transformer en liquide. On va avoir, à une température constante, une variation d'entropie qui va simplement pouvoir s'écrire. Là, on est à température constante, donc on utilise la forme particulière de l'entropie, de la variation d'entropie, qui va être liée à la chaleur latente de fusion, du passage du solide au liquide, divisé par la température de fusion. Une fois qu'on est au liquide, on retrouve une expression un peu générale où va intervenir la capacité thermique à pression constante, cette fois du liquide, entre deux températures T3 et T4. On arrive à la température de vaporisation. À cette température de vaporisation, elle est constante. On va avoir une variation d'entropie, puisqu'on passe du liquide au gaz, qui va être simplement égale à la chaleur latente de vaporisation divisée par la température de vaporisation. Et puis, une fois qu'on arrive au gaz, on retrouve une expression similaire, l'intégrale entre deux températures T5 et T6, avec la capacité thermique à pression constante, cette fois du gaz, divisé par T dt. Et comme on connaît à 0K l'entropie des corps purs, qui est nulle, on va pouvoir, à partir de ces différentes intégrales, de ces différentes variations d'entropie pour les températures de fusion, de vaporisation, d'une façon générale, de changement d'état, on va pouvoir calculer l'entropie d'un corps pur à n'importe quelle température T, en partant de ce concept, de ce troisième principe de la thermodynamique, qu'à 0K, l'entropie des corps purs est nulle. Pour terminer ce chapitre, quelques exemples sur l'entropie, qui va dépendre, qu'on peut calculer en fonction de la température, mais qui va dépendre de certaines choses, et notamment de la masse moléculaire. Plus la masse moléculaire va être élevée, plus l'entropie molaire standard va augmenter. Alors l'entropie molaire standard, on reverra par la suite dans le chapitre 3 ce qu'on appelle une grandeur molaire, donc l'entropie molaire en particulier, et puis standard parce qu'on va parler de conditions standards. On redéfinira un peu tout ça par la suite. Donc vous avez une masse moléculaire qui augmente, qui implique une augmentation de l'entropie molaire standard. Et ça, c'est lié essentiellement à l'influence des niveaux d'énergie translationnels. Au sein des molécules, vous avez différents niveaux d'énergie possibles, des niveaux d'énergie électronique, translationnels, rotationnels, vibrationnels. Vous avez tous ces niveaux d'énergie, ces états microscopiques possibles. Et là, en fait, vous avez, plus la masse sera élevée,
moins vous avez d'influence, plus vous avez, pardon, d'influence des niveaux d'énergie translationnelle. Et vous le constatez ici avec ces différentes entropies molaires standards pour ces différentes molécules, difluor, dichlore, dibrome, diiode, où vous avez une augmentation de la masse moléculaire et donc une augmentation de l'entropie molaire standard. De même, si vous avez un nombre d'atomes qui augmente, eh bien l'entropie molaire va augmenter. Ça va être lié aux vibrations au sein de la molécule, aux états microscopiques liés au mode de vibration. Plus vous avez de liaisons au sein d'une molécule, plus vous avez d'atomes, plus vous avez de liaisons, et plus vous avez de liaisons, plus vous avez de vibrations de ces liaisons et des angles que font ces liaisons. Et donc vous avez un nombre d'états microscopiques qui est plus important, et donc une entropie qui est plus importante. Et puis, tout simplement de la structure moléculaire. Vous avez ici deux isomères. Cet isomère-là a une entropie molaire standard de 290 joules par Kelvin et par mol, qui est supérieure à celle de l'autre isomère. Dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui a des états microscopiques, une molécule qui a des états microscopiques, un nombre plus important de ces états microscopiques, puisque vous avez par exemple la rotation libre des groupements CH3 qui sont ici. Dans l'autre cas, vous avez une structure rigide. Donc vous perdez un certain nombre d'états microscopiques et vous perdez en entropie, vous avez une entropie qui est plus faible.